Bien, donc nous allons faire l'exercice 5. Donc on nous donnait une matrice et on nous dit, première question, calculer le déterminant de xim, de xi3 moins m. Donc on va calculer xi3 moins m. C'est une matrice qui aura du x sur la diagonale, donc ce sera x moins 1, x moins 2, x moins 2, 0, 0, 0, moins 1 et 1 moins 1. Et c'est tout. Donc, maintenant, il faut calculer ce déterminant-là, et ce déterminant-là, on l'appelle qui indice m de x. C'est le déterminant de cette matrice-là, donc je note avec des barres droites, x moins 1, moins 1, moins 1, x moins 2, 0, x moins 2, 0, 0, 0. Puis je dois calculer ce déterminant-là, donc c'est un nombre, et ici j'ai de la chance, j'obtiens une matrice triangulaire supérieure, donc je sais que son le déterminant de cette matrice, c'est le produit des éléments sur la diagonale, donc x-1 fois x-2 fois x-2, donc x-1 fois x-2, le tout au carré. Donc en fait, qui m de x, c'est un polynôme, donc je peux l'écrire avec des grands x, c'est grand x-1, facteur de grand x-2 au carré. Il a donc deux racines, 1 et 2, 1 est racine simple, et 2 est racine double, parce que à cause de l'exponent 2. Et donc on a réussi à faire la première question. Donc deuxième question, on nous dit, pour chaque lambda racine de qui m, trouver une base de m moins lambda i3. Pour chaque lambda, donc il est racine, donc il y a deux racines, 1 et 2, donc je vais prendre lambda égale 1 d'abord. Et après on fera lambda égale 2. Pour lambda égale 1, je vais calculer m moins la matrice, donc m moins i3. Donc c'est une matrice, c'est la matrice m auquel je retire 1 sur la diagonale, donc ça fait 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Je vais prendre un x, un vecteur colonne, donc un vecteur x, y, z, appartenant à l'ensemble des matrices 3 lignes, une colonne. Et puis je vais voir ce que ça veut dire que x appartient à ce noyau. Donc x appartient au noyau de m-3. C'est équivalent à dire que m-3 fois cette matrice x vaut 0. Donc ici j'ai la matrice m-3 que j'ai calculée, fois la matrice colonne x, y, z, égale le vecteur nul, donc 0, 0, 0. Donc ici, quand je fais le produit sur la première ligne, j'aurai 0 fois x plus 1 fois y plus z, donc j'aurai y plus z. Sur la deuxième, j'aurai 0 fois x plus 1 fois y plus 0 fois z, donc j'aurai y. Et sur la troisième, j'aurai 0 fois x plus 0 fois y plus 1 fois z égale z. Ça veut dire que x plus y, que y plus z égale 0, que y égale à 0 et que z égale 0. Et ça veut dire que y égale z égale 0. Et donc ça veut dire quoi sur mon vecteur grand X? Et bien mon vecteur grand X, je sais que son y et son z valent 0, donc ça veut dire que x s'écrit comme le vecteur x, 0, 0. Et donc ça veut dire que grand X égale petit x fois le vecteur 1, 0, 0. Et ça, dit autrement, c'est-à-dire que grand X appartient à l'espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 0, 0, 0. Donc j'ai pris grand X dans le noyau de m-3, j'ai raisonné par équivalence, et je suis arrivé à là. Donc par équivalence, j'ai que appartenir au noyau de m-3, c'est la même chose qu'appartenir à cet espace vectoriel là, et donc ils sont égaux. Donc le noyau de m-3, c'est égal à vect de 1, 0, 0. Ici, j'obtiens l'espace vectoriel engendré par un seul vecteur, et ce vecteur-là, il est non nul, donc en fait, même 1, 0, 0, non seulement c'est une famille génératrice, mais en plus c'est une famille libre, donc en fait c'est une base du noyau de m-3. Alors est-ce que c'est cohérent qu'on trouve un seul vecteur? Est-ce que c'est cohérent que le noyau soit de dimension 1? Si je regarde la matrice dont j'ai pris le noyau, je m'aperçois que la première colonne était nulle et que les deux colonnes ici étaient libres. Ça me dit que le rang de la matrice m-3 est égal à 2. Et donc si j'applique le théorème du rang, ça me dit que son image est de dimension 2.
Et donc son noyau est dimension 1, puisqu'il faut que la somme de la dimension du noyau plus la dimension de l'image vaille le nombre de colonnes, et ici le nombre de colonnes c'est 3. Donc forcément ici c'est cohérent que je trouve un truc de dimension 1, et c'est bien ce que j'obtiens. Ça me permet de vérifier si je ne me suis pas trompé. Donc là c'était pour lambda égale 1, donc j'ai fini pour lambda égale 1, puis maintenant on va passer pour lambda égale 2. Donc pour lambda égale m, égale 2, pardon, lambda égale 2, donc pareil, je vais commencer par calculer la matrice m moins 2i3. Donc cette fois-ci ça va consister à mettre des moins 2 sur la diagonale, donc ici ça fera moins 1, 0 sur la diagonale, et ici ça fera moins 1, pardon, 1, 0. Et donc pareil, je vais prendre un x, et je vais dire ce que ça veut dire que grand X est dans ce noyau-là. Donc ça veut dire que cette matrice-là fois grand X vaille 0, donc je fais le produit matriciel de moins 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, fois x, y, z, égale le vecteur colonne 0, 0, 0. Ça veut dire que moins x plus y plus z vaut 0. La deuxième ligne me donne que 0 égale 0. La troisième ligne me donne 0, que 0 égale 0. Et donc j'obtiens ce système-là. De la première ligne, je peux donc dire que c'est équivalent à ce que x soit égal à y plus z quand je fais passer le reste de l'autre côté. Bon, et 0 égale 0, c'est des lignes qui ne sont pas très intéressantes. Et donc ça veut dire quoi sur mon vecteur grand X quand je réutilise ce que je viens de démontrer? C'est-à-dire que grand X, eh ben, je peux remplacer petit x par sa valeur. C'est-à-dire y plus z. J'ai exprimé une inconnue, ici x, en fonction des autres inconnues. 0, 0. Ouais, non. Y, z. Donc, sur y et z, j'ai pas de contrainte. Donc je remplace x par la contrainte que j'ai eue sur x qui doit valoir y plus z. Et évidemment, là, je peux séparer le vecteur et dire que c'est y facteur du vecteur 1, 1, 0, plus z fois le vecteur 1, 0, 1. Et ça veut dire que grand X appartient à l'espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs-là, 1, 1, 0 et 1, 0, 1, 0. Donc, par équivalence, j'ai démontré que le noyau de cette matrice-là est égal à vect. Ici, j'ai deux vecteurs dans ma famille génératrice, et ces deux vecteurs-là forment une famille libre, ils sont non collinaires. Quand j'ai deux vecteurs, ça me suffit pour dire que ces deux vecteurs forment une famille libre, et donc ça veut dire que cette famille-là est une base du noyau de M-2i3. Alors c'est cohérent de trouver deux vecteurs dans une base, parce que ici, ma matrice M-2i3, toutes ces colonnes étaient proportionnelles. On peut dire que toutes les colonnes étaient proportionnelles à la troisième, puisque la deuxième était égale à la troisième, et que la première était l'opposé de la troisième, et que cette colonne-là n'était pas nulle. Donc en fait, c'était bien de rang 1, et donc si c'est de rang 1, par application de théorème du rang, et ben la dimension du noyau, c'est le nombre de colonnes, ici 3, moins le rang, ici 1, et donc j'obtiens bien un noyau de dimension 2, donc c'est bien cohérent de trouver deux éléments dans la base de mon noyau. Alors après on me dit, montrer que la réunion des bases forme une base de M3 1 de R. Donc je vais commencer par faire la réunion, donc je vais prendre le vecteur que j'avais obtenu dans la première base, donc je vais former une famille B'. Donc le premier vecteur, c'est le premier vecteur que j'avais, donc 1, 0, 0. Le deuxième, c'est le vecteur 1, 1, 0, ça c'est la troisième question. Et le dernier vecteur, c'est la famille 1, 0, 1, 0. Et donc ça, je vais démontrer que c'est une base de M3R. Alors, si je veux démontrer que c'est une base, j'ai la méthode classique qui consiste à me dire, je vais faire une combinaison linéaire de ces vecteurs-là, la supposée égale à 0, je vais résoudre, et je vais voir que forcément les scalaires sont nuls, ce qui me démontrera que B' est libre. Ensuite, B' a 3 éléments, 3 vecteurs là, dans M3 1 de R, qui est un espace vectoriel de dimension 3, donc ça fera une base. Donc ça, c'est la méthode que l'on connaît bien. Moi, j'ai plutôt appliqué une méthode qui est dans les déterminants, donc je vais noter soit B, la base canonique de M3 1 de R,
Et donc du coup, je vais essayer de calculer le déterminant dans la base B de B', donc c'est-à-dire le déterminant de la famille. Je vais prendre chacun de ces vecteurs-là et je vais mettre en colonne. Les coordonnées. Donc ici, le premier vecteur c'est 1, 0, 0 quand j'exprime dans la base B. Après c'est 1, 1, 0. Et après c'est 1, 0, 1. Et ça, je cherche à calculer ce déterminant-là. Ici, j'obtiens une matrice triangulaire supérieure. Donc d'après le cours, je peux dire que le déterminant, c'est le produit des éléments des colonnes. Donc ici, c'est 1. Et donc comme 1 est non nul, ça me dit que B' est aussi une base, de M31 de R. Voilà, donc maintenant je vais passer à la question 4. Donc la question 4, au vu de la question 4, il faut forcément faire un changement de base. Ici, je sais. Donc ici, je vais prendre l'application fm. Donc j'espère que vous vous rappelez, la fonction fm, c'est l'application qui a un x associé mx. Donc c'est une application linéaire de M31 dans R, dans M31 de R. Et ce que je vais dire, c'est que je sais que M, c'est la matrice dans la base B de Fm. Ça, c'est le cours qui me le dit. Et donc, ce que je vais faire, c'est regarder la matrice de Fm, mais dans la base B'. Ça me donnera une nouvelle matrice, et je saurai relier ces deux matrices-là par la formule de changement de base. Donc, si je m'intéresse à la matrice dans la base B' de f de m, donc ces trois éléments-là, je vais les appeler f1, f2, f3, par exemple. Je sais que pour exprimer la matrice de fm dans la base B', il faut que je calcule f de m appliqué à f1. Il faut que je calcule fm appliqué à f2. Il faut que je calcule fm appliqué à f3 et que j'arrive à exprimer ces trois vecteurs-là dans la base f1, f2, f3. Et c'est les coordonnées de fm de f1 dans la base f1, f2, f3 que je mettrai dans la première colonne, et pareil pour les autres. Mais f1, qu'est-ce que je sais de f1? Alors comment je vais calculer déjà m de f1? Donc, par définition, c'est m de f1. Maintenant, qu'est-ce que je sais de f1? F1, je sais qu'il est dans le noyau de m-i3. Ça veut donc dire que m-i3 de f1 vaut le vecteur nul. 3 lignes et une colonne. Et donc quand je développe, ça me fait que mf1 moins i3 fois f1, ça vaut f1, égale à 0. Et donc ça me dit que mf1 égale f1. Donc ici, je sais que fm de f1, c'est égal à mf1 par définition. C'est égal à f1 parce que f1 est dans ce noyau-là. Et donc, quelle est la décomposition de f1 dans la base f1, f2, f3? Et bien, je peux l'écrire comme une fois f1 plus 0 fois f2 plus 0 fois f3. Donc, dans la première colonne, je mettrai 1, 0, 0. Donc, maintenant, je vais passer au deuxième. Donc, le deuxième, ça va être à peu près la même chose. Je vais calculer fm de f2. Par définition, ça c'est grand M fois f2. Alors, vous pourriez me dire, j'ai la matrice grand M et je calcule f2, je calcule le produit matriciel. Mais en fait, ça serait un petit peu dommage parce que je sais que f2 est dans le noyau de m moins 2i3. Et donc, ça me dit que m moins 2i3 fois f2, c'est égal à 0, 0, 0. Et donc ici, quand je développe, ça me fait que m fois f2, moins 2i3 fois f2, donc ça vaut moins 2 f2 égale 0, 0, 0. Et quand je fais passer le 2f2 de ce côté, ça me prouve que mf2 égale 2f2. Et donc si je cherche la décomposition de 2f2, et ben je peux l'écrire comme 0f1 plus 2 fois f2 plus 0 fois f3. Et donc dans la deuxième colonne, je mettrai 0, 2, 0. Enfin, dernière colonne, je dois calculer fm de f3. Donc pareil, fm de f3, par définition, c'est m
de F3. Mais qu'est-ce que je sais de F3? Je sais qu'il est dans le noyau de M-2I3. Donc F3, il appartient au noyau de M-2I3, parce que c'est comme ça qu'on a trouvé F3, on l'a mis, c'était un élément de la base du noyau de M2I3. Donc ça me dit que M-2I3 fois F3 égale 0, 0, 0. Et quand je fais passer ça de l'autre côté, ça me dit que M-F3 égale 2F3 égale, encore une fois, 0 fois F1 plus 0 fois F2 plus 0 fois F3. Et donc, ici, dans la troisième colonne, je peux mettre 0, 0. Ah, ici j'oublie un 2, c'est 2 fois F3, 2 fois F3. Donc ici, j'obtiens bien une matrice D diagonale. D'ailleurs, pour ça que l'énoncé m'a probablement appelé cette matrice D. Et donc, du coup, eh bien, j'ai calculé D dans cette autre base. Et maintenant, quel est le lien entre D et A? Parce qu'on me demande de démontrer que M égale P dP-1. Et bien, je sais, d'après la formule de changement de base, que M égale P dP-1. Comment je forme P? P, c'est la matrice de changement de base. C'est la matrice de la base B à la base B'. Et bien, je vais prendre les vecteurs de B' et les exprimer dans la base B. Mais ça, je l'ai déjà fait d'ailleurs, parce que j'ai plus qu'à regarder. Je prends le vecteur 1. Le premier vecteur, c'est le vecteur F1, donc 1, 0, 0. Après, le deuxième vecteur, c'est le vecteur F2, 1, 1, 0. Donc, je mets 1, 1, 1, 1, 0. Et puis, je prends le troisième vecteur, 1, 0, 1. Et la formule de changement de base me dit directement que ça, c'est vrai. Voilà. Du coup, la dernière question, c'est d'en déduire les puissances de M, donc les puissances N, je crois. P. Donc on me demande M puissance P. Donc si je calcule M puissance P, donc je sais que M puissance P c'est égal à P D puissance P fois P-1. Et ça, je peux dire que c'est P. La matrice D, donc c'est les quotients diagonaux de D à la puissance P. Donc ici j'ai 1, ici j'ai 2 puissance P, ici j'ai 2 puissance P, 0, 0, 0, 0, 0, 0, P-1. C'est l'avantage des matrices diagonales. On sait facilement calculer leur puissance P quelconque. Et la seule chose que ici, il me resterait à faire, c'est calculer P-1. Donc par Gauss-Jordan. Alors en plus ici c'est déjà triangulaire supérieur. Donc ça va pas être très long de calculer, calculer P-1, de faire le produit matriciel. Et comme ça à la fin vous aurez M à la puissance P. Donc ça c'est vraiment le calcul à faire. Je le fais pas mais normalement ça vous savez faire. Pareil on me demande l'inverse. Ici, je sais que D elle est inversible. Pourquoi D elle est inversible? Parce que c'est une matrice diagonale dont les quotients sont non nuls. Donc D est inversible. Et chez l'inversé. Et donc M c'est un produit de matrice inversible. Et donc M est inversible. Et donc M est inversible. Et comment j'inverse M? En inversant chacune des matrices qui est là et en changeant l'ordre. Donc M égale, je prends la dernière matrice, donc c'est P-1, je l'inverse. Je prends la deuxième matrice, c'est D, je l'inverse. Et je prends la première matrice, c'est P, je l'inverse. Et donc ici, j'obtiens P, D-1, P-1. Et à nouveau, D-1, c'est une matrice que je sais assez bien inverser parce que c'est une matrice diagonale. Les matrices diagonales, on sait les inverser directement, on prend l'inverse des coefficients diagonaux. Donc ici, 1 demi, 0, 0, 0, 0, 0, 0, P-1. Ici, il me restera encore une fois à calculer P-1, mais normalement, j'ai déjà fait avant si j'ai fait mon calcul. Et après, je vais faire les deux produits matriciels. Et donc, pareil, vous pouvez en déduire la valeur de inverse. Ça, c'est M-1. Et voilà. Et donc, j'aurai le calcul de M-1 une fois que j'aurai fait le produit matriciel. Et ça, je vous laisse le faire.